c'est un sujet qui est très important. Et on sait aussi que avec actuellement le virus, les difficultés, cette période exceptionnelle qu'on passe, on se dit que demain ne sera sûrement plus pareil. Et en tout cas, cette pandémie, je pense, nous permet en tout cas, de nous poser des questions, hein, et de réfléchir. Les réflexions, il y en a, comme Philippe Zoatti, ils les avaient déjà menées depuis longtemps. Ils ont déjà travaillé sur cette thématique, mais je pense qu'il va y avoir un focus beaucoup plus important dans les années à venir. Et donc, je voulais sensibiliser tous les participants et les étudiants de Financia, parce qu'ils en auront besoin pour demain et pour d'ouvrir aussi de nouvelles perspectives de travail, puisque c'est cette génération qui vont faire la finance de demain. Et puis aussi, il va remercier aussi tous ceux, parce qu'on dépasse aussi le cadre, on a fait d'autres invitations, et naturellement, on est ravis de pouvoir partager avec tout le monde. Alors, Philippe, c'est pas qu'un financier, hein, c'est quelqu'un aussi qui est engagé, voilà. Donc, il a créé un think tank qui s'appelle Osons le progrès. Voilà, qui marche très bien, qui se développe très fortement. J'aurai l'occasion de vous mettre l'adresse, entre autres, du site internet sur le côté pour ceux qui en voudraient en savoir davantage. Mais c'est un point, on considère que c'est un point important, et d'ailleurs, c'est ce qu'on aime beaucoup chez Philippe aussi, c'est son engagement, pas que son côté technicien, je dirais professionnel, mais aussi son engagement politique sur ces points-là, et qui peut nous éclairer et nous éveiller dans ces circonstances. Alors, ce que je vous propose, comme on est quand même, on est très nombreux, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui connaissent un peu moins l'outil Zoom, il y a tout en bas, vous voyez, il y a un petit onglet avec converser. Voilà, donc vous pouvez cliquer et envoyer un message à tout le monde. Ce message pourrait être dit de tous, et surtout, entre autres, de Philippe, qui, au fur et à mesure, tranquillement, pourra faire un peu une synthèse, un peu des questions, et répondre à vos multiples questions. Donc, n'hésitez pas à interagir en posant des questions, pas tous en même temps, parce que ce n'est pas évident ensuite qu'on a beaucoup de retard sur les questions, mais voilà. Je pense que j'ai tout dit, et donc Philippe, je te donne la parole, et je te remercie encore. Merci beaucoup, merci Alfonso. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de passer un petit moment avec vous ce soir pour parler de la situation un petit peu, de la situation économique évidemment, de la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de la façon éventuellement qu'on peut imaginer pour en sortir, et plus précisément de cette idée de finance verte et durable, et de réfléchir ensemble à comment cette finance verte et durable pourrait être un outil dans le monde d'après. Alors, je vous propose, avant de répondre à vos questions, ou en même temps que je répondrai progressivement à vos questions, de structurer peut-être cette présentation en quatre points. D'abord, peut-être commencer par une sorte de définition, en fait, qu'est-ce que c'est que la finance verte, et puis, d'une certaine façon, où est-ce qu'on en était avant le début de cette crise, d'où vient-on, et où était la situation de cette finance verte et durable avant le déclenchement de cette crise sanitaire et cette pandémie mondiale. Deuxième point, c'est en quoi cette crise valide précisément les options ou les discours que nous avons tenus ces dernières années en tant que financiers soucieux des impacts environnementaux et sociaux, autrement dit financiers durables. Le troisième point, c'est on parle de monde d'après, mais quel monde d'après? Qu'est-ce que ça signifie? Quel type de relance économique? Quels sont les dangers auxquels on fait face, notamment de retour en quelque sorte à un business as usual, et comment est-ce qu'on peut concilier en sortie de crise une sauvegarde de la société, de sa structure sociale, et en même temps la transition vers un monde qui soit plus résilient, plus durable, qui prenne en compte notamment des risques extrêmes comme ceux du changement climatique. Et enfin, quatrième point, en quoi la finance durable peut précisément aider à répondre à cette problématique. Donc, si vous voulez, commençons par le premier point, qui est donc
finalement, la finance verte, qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on en était avant le déclenchement de cette crise? Alors, la finance verte, il y a d'autres noms, il y a beaucoup de vocables qui tournent autour de ça, et, principalement ISR et ESG, donc ISR, investissement socialement responsable, ESG, environnement social et gouvernance. Beaucoup de définitions un peu diverses. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est investir, faire le métier d'investisseur ou le métier de banquier, mais en prenant en compte de façon systématique les impacts environnementaux et sociaux des investissements que l'on fait. Vous savez, généralement, la théorie financière va dire que l'objectif principal et unique d'un investisseur ou d'un banquier ou d'une entreprise d'ailleurs, c'est de maximiser son profit. Et donc l'investisseur, son rôle unique normalement dans la théorie financière classique, va être d'allouer son capital sur les projets ou les entreprises qui offrent le maximum de rentabilité pour un niveau de risque donné. Donc, on va entre deux projets ou deux entreprises qui ont le même niveau de risque, on va évidemment choisir celui qui a la rentabilité la plus élevée. La finance verte, elle introduit un élément complémentaire qui est de dire une entreprise, un projet ne peut pas se concevoir sans réfléchir à tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire à ses externalités, aux impacts qu'il va avoir sur l'environnement, sur la nature, sur ses employés, sur les fournisseurs, sur l'état dans lequel il se situe. Autrement dit, sur l'intérêt général. Et à partir de ce moment-là, quand on raisonne de cette façon-là, on se dit que réfléchir et prendre en compte ces enjeux environnementaux et sociaux, c'est pas seulement de l'éthique, c'est certainement pas de la philanthropie, c'est réfléchir différemment au fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire, c'est considérer que une entreprise ne peut pas être déconnectée de son environnement, parce que son environnement va avoir à nouveau des impacts sur elle, et notamment des impacts en termes de risques. De risques, par exemple, qui voit bien avec le risque sanitaire qu'il y a aujourd'hui, mais ça peut être le risque du changement climatique et de l'impact que ça va avoir sur les entreprises d'un point de vue physique, avec des risques donc extrêmes d'un point de vue climatique, mais aussi d'un point de vue financier, avec des évolutions de cours boursiers qui vont prendre en compte l'anticipation que les investisseurs vont avoir sur l'avenir en termes de mise en place de fiscalité carbone, par exemple. On a vu beaucoup de ces risques-là ces derniers temps. Quand vous regardez un certain nombre d'entreprises et la façon dont elles se sont comportées en bourse, on voit bien que ces risques environnementaux et sociaux peuvent avoir des effets extrêmement forts, considérables sur les cours de bourse. Je peux vous en donner juste quelques exemples comme ça. On a en tête BP, par exemple, au moment de la crise Deepwater, c'est-à-dire ce forage au large du Mexique qui avait mal tourné, donc qui fait que BP a perdu quasiment la moitié de sa valeur à ce moment-là. Vous avez eu le scandale Volkswagen plus récemment avec les fraudes autour du diesel. Et puis encore plus récemment, vous avez eu cette affaire assez extraordinaire qui est Bayer-Monsanto, où vous avez Bayer, qui est donc une grande entreprise de chimie, qui achète Monsanto spécialiste notamment du Roundup et donc d'un certain nombre de produits qui sont très controversés au niveau de l'agriculture, et qui fait face à énormément de procès, notamment aux États-Unis et en Amérique latine. Et quelques mois après avoir acheté Monsanto, Bayer, la valeur en bourse de Bayer, était inférieure à la valeur qu'ils ont payée pour acheter Monsanto. Autrement dit, ils ont fait une destruction de valeur absolument considérable. Donc, la finance verte, c'est à la fois prendre en compte ces risques-là, les comprendre, analyser les entreprises à l'aune de cette vision un peu globale, un peu holistique de l'économie, mais aussi, c'est aussi prendre en compte un certain nombre d'opportunités. C'est comprendre qu'on est dans une transition économique très forte, et ça je parle avant même la situation actuelle et le virus. On est dans une situation donc de transition économique extrêmement forte, avec beaucoup d'innovation, avec la volonté d'un certain nombre d'États et de gouvernements de transitionner vers une économie avec moins intense en carbone, moins intense en énergie. Donc ça entraîne beaucoup d'innovation, beaucoup de nouvelles entreprises, de nouveaux projets,
dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le domaine de l'utilisation de la technologie et de l'Internet pour effectivement piloter l'ensemble de ces sujets énergétiques ou efficacité énergétique, dans le domaine aussi de l'agriculture et de l'alimentation, avec le passage au bio, par exemple, d'une partie de l'agriculture. Donc, vous voyez, on a cette finance verte qui est simplement le métier de financier, avec des points de départ un peu différents en termes de la conception de l'entreprise au sein de l'économie, et puis donc qui s'appuie sur ces deux piliers, comprendre les risques et profiter, évidemment, d'opportunités d'investissement dans les secteurs d'avenir. Alors, cette finance verte, avant la crise, elle est en croissance très forte déjà. C'est une croissance qui est assez récente, c'est-à-dire que c'est une croissance qui se joue au cours des 4-5 dernières années, si vous voulez. Donc, en gros, les grandes dates, si vous voulez, c'est la COP 21 en 2015 qui met le climat clairement en tête d'affiche dans toutes les réflexions. Et donc, on a à ce moment-là vraiment un décollage de cette finance verte. Il y a un certain nombre d'éléments, comme par exemple la création du marché de ce qu'on appelle les green bonds, les obligations vertes, qui est né il y a 6-7 ans et qui a décollé de façon extrêmement forte ces dernières années et qui vise à flécher l'argent, à investir spécifiquement l'argent dans des projets qui favorisent le développement durable. Et donc, cette finance verte est ce qu'on appelle, ce que les financiers, disons, traditionnels appellent intégration des critères ESG, c'est-à-dire intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, est en train de se généraliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les sociétés de gestion, quasiment dans le monde, progressivement prennent en compte ces critères ESG. Et donc, ça a donné lieu notamment à la forte croissance d'associations comme les PRI, les principes pour l'investissement responsable, qui réunissent aujourd'hui la quasi-totalité des grands investisseurs, des fonds de pension, investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, sociétés de gestion partout dans le monde, représentant des milliers de milliards, qui se réunissent autour de cette idée d'utiliser la finance de façon un peu différente. Donc, on se retrouve avant la crise dans une situation où on est réellement en croissance et en décollage de cette notion d'investissement responsable et de finance verte, notamment aussi grâce à la régulation. Très grosse évolution de tout ce qui est régulation et donc nouvelles lois, notamment en Europe, à travers le plan d'action de la Commission européenne sur la finance durable qui a été lancé en 2018, qui a suivi un groupe d'experts donc, qui s'est réuni en 2017-2018 pendant un an. Et donc, je faisais partie de ce groupe d'experts. On a produit un rapport début 2018 en faisant des recommandations pour rendre le système financier de l'Union européenne plus soutenable. Et la Commission européenne a suivi un certain nombre de ces recommandations en mettant en place un plan sur la finance durable. Et la Commission européenne vient de lancer, il y a 2 jours, nouvelle consultation pour aller encore plus loin, pour faire l'étape 2, la saison 2, on va dire, en quelque sorte, de ce plan sur la finance durable au niveau européen. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par plus d'obligations de transparence, c'est-à-dire les investisseurs doivent expliquer ce qu'ils font dans ce domaine, doivent mesurer l'impact carbone de leur portefeuille, plus d'obligations en termes de création d'indices de référence. Il y a des indices, vous savez, le CAC 40 que tout le monde connaît, mais il y a maintenant des indices qui sont spécifiquement liés, enfin qui intègrent la trajectoire 2 degrés de l'évolution climatique. Vous avez aussi la création de labels. Il y a un projet, la création d'un écolabel européen sur les produits financiers. De la même façon qu'on a un écolabel sur les machines à laver, on va avoir un écolabel sur les produits financiers, j'espère d'ici 12 à 18 mois. Donc, vous voyez, voilà un peu l'état des lieux avant le déclenchement de cette crise. Alors, ensuite arrive la pandémie et le coronavirus. Et là, on se dit finalement comment cette finance verte va-t-elle réagir à la situation de la crise. La finance verte, si vous voulez, finalement, elle est née post-grande crise financière de 2008-2009. Ça a été en quelque sorte, en partie, une réponse aussi à cette grande crise financière et grande dépression 2008-2009. Là, on a une nouvelle crise. Comment cette finance verte va réagir à ça? Et là,
on se rend compte assez vite en réalité que les grands principes de cette finance verte et durable sont validés par cette crise sanitaire. Alors pourquoi? Pour des raisons assez évidentes. Finalement, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on a une conception de l'économie qui consiste à dire qu'une entreprise, ce n'est pas une île complètement indépendante. Une entreprise est connectée à son environnement. Une entreprise doit prendre en compte l'intérêt général. Ça, c'est un message que la finance verte voilà, déploie depuis maintenant de nombreuses années. Et on voit bien qu'évidemment, avec la crise du coronavirus, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'économie possible sans santé publique. Si les gens ne sortent pas de chez eux, ils ne vont pas aller au restaurant. Vous pouvez avoir le meilleur restaurateur du monde, 3 étoiles, même si la cuisine est bonne, les gens ne vont pas y aller s'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc on a ce lien évident entre l'économie et l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse en réalité le fonctionnement, enfin la pensée théorique habituelle. Alors ça avait commencé un petit peu avant. L'été dernier, au mois d'août l'année dernière, une institution qui s'appelle la Global Roundtable américaine, qui en gros, si vous voulez, pour faire simple, c'est le MEDEF américain, qui regroupe les 250 plus grandes sociétés multinationales américaines, s'est réunie au mois d'août dernier et ils ont fait un communiqué dans lequel ils ont indiqué que finalement ils s'étaient trompés. C'est-à-dire que le concept de valeur actionnariale, qui est un concept théorique qui nous vient des années 50-60, 60-70 de Milton Friedman, qui dit donc voilà, il faut maximiser la valeur de l'actionnaire. En réalité, le dirigeant d'entreprise, il a un mandat de la part de ses actionnaires et son mandat, c'est de maximiser la valeur de ses actionnaires. Cette théorie de la valeur actionnariale, les 250 plus grands patrons américains disent c'est fini, c'est terminé, c'était une erreur, on s'est trompé. Aujourd'hui, il faut aller vers ce qu'on appelle un stakeholder capitalism, c'est-à-dire un capitalisme des parties prenantes, c'est-à-dire qu'il faut absolument que le dirigeant de l'entreprise prenne en compte les actionnaires, mais comme l'une des parties prenantes. Les actionnaires avec les salariés, avec les fournisseurs, avec l'environnement, avec l'État, avec les collectivités locales dans lesquelles l'entreprise se situe, puis avec la nature aussi, au sens large, c'est-à-dire la terre et les ressources qu'on utilise pour faire tourner l'entreprise. Donc, cette évolution fondamentale, vraiment, c'est pas trop tôt, j'allais dire, si vous voulez, puisque c'est une théorie qui date de Milton Friedman. 50 ans plus tard, les grands patrons américains se rendent compte qu'on a fait fausse route. Bon, mieux vaut tard que jamais. Mais cette crise sanitaire, j'allais dire, on remet une deuxième couche. On voit bien que l'intérêt général, le lien avec la puissance publique, devient absolument fondamental pour les entreprises. Le deuxième élément qui valide aussi le choix de la finance verte, c'est tout simplement les résultats. Si vous voulez, si vous prenez, regardez un petit peu les classements et les performances des fonds verts et durables depuis le début de la crise, vous vous rendez compte, il y a eu pas mal de papiers, d'articles de presse sur ce sujet, vous vous rendez compte qu'il y a une surperformance absolument massive, c'est très très forte, de la part des fonds d'investissement verts et durables par rapport aux autres. Donc, c'est-à-dire que là où les marchés boursiers ont perdu 20 ou 30%, et bien les fonds qui intègrent les critères environnementaux et sociaux ont fait beaucoup mieux. Alors, ont perdu de l'argent aussi, mais beaucoup moins que les autres. Alors, pourquoi? Pour différentes raisons. La première est liée au prix du pétrole, principalement. C'est-à-dire que les fonds verts, évidemment, sont beaucoup moins investis, voire dans certains cas pas investis du tout sur les compagnies pétrolières ou l'économie carbonée au sens large. Et donc, la forte chute des prix du pétrole qu'on a eue depuis le début de la crise a pénalisé évidemment cette économie liée au pétrole et donc, à l'inverse, a favorisé les fonds verts qui, eux, en étaient plutôt exclus, enfin, qui les avaient exclus. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça explique à peu près un tiers de la surperformance de ces fonds dits ESG ou verts.
Le reste vient du fait que les entreprises qui sont sélectionnées dans ces fonds, c'est-à-dire les entreprises qui, disons, sont liées au développement durable, maîtrisent mieux leurs risques, sont des entreprises qui réagissent beaucoup mieux à la crise actuelle. Donc, on a bien une espèce de validation, en quelque sorte, de cette intuition que une gestion de l'entreprise qui prend en compte les risques, y compris les risques extrêmes, et qui se projette dans l'avenir en vision d'un monde qui soit plus résilient, eh bien, ça a un impact aujourd'hui et ces entreprises-là résistent mieux à la crise du coronavirus que les autres. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. On a donc une espèce de validation de ce concept de finance verte par la situation que nous connaissons actuellement. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc une finance verte qui était en très forte croissance, qui commençait à devenir générale un peu sur l'ensemble du métier, une situation particulière qui vient en quelque sorte renforcer encore son message, bien on se dit naturellement que on a là un outil qui peut nous permettre de réfléchir à l'après-coronavirus, à ce qui va se passer après, c'est-à-dire au type de relance que l'on peut imaginer, à l'économie d'après. Alors peut-être arrêtons-nous 2 minutes sur cette idée de monde d'après. Déjà, le concept de monde d'après est très discuté parce que l'idée de rupture, si vous voulez, est contestable. C'est-à-dire qu'on sait bien, et on l'a vu avec la crise de 2008, la crise de 2008, les premiers discours après la crise de 2008, ça a été on va changer complètement, et notamment, on va changer complètement le système financier. Le système financier a été à l'origine de la crise des subprimes en 2008. C'est un dysfonctionnement majeur, c'était un système beaucoup trop opaque, beaucoup trop complexe, qui donc a entraîné effectivement la crise finalement financière d'abord, puis économique, puis sociale. Et donc, on va prendre des mesures, on dit les États, pour réguler ce système financier, pour lui donner plus de contraintes, pour le rendre plus sain. La réalité, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé après, l'évolution du système financier après la crise de 2008-2009, certes, il y a beaucoup de régulation, certes, on a demandé aux banques d'avoir plus de capital par rapport aux prêts qu'elles font, de façon à ce qu'elles soient plus résilientes, plus solides. Certes, on a effectivement essayé de corriger les comportements les plus déviants et les plus dangereux, et les banques ont pris beaucoup moins de risques sur les marchés financiers, mais on n'a pas fondamentalement changé le système financier lui-même. Alors, si vous voulez, globalement, une bonne partie des risques qui étaient pris par les banques elles-mêmes ont été transférés vers ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire la banque de l'ombre, on va dire, la banque à côté, et notamment les fonds d'investissement, les hedge funds. Donc, il y a eu beaucoup des risques qui ont été transférés vers d'autres acteurs. Mais globalement, le système financier lui-même est resté le même. Le court-termisme du système financier, la focalisation sur les résultats court terme, trimestriels des entreprises, les prises de risques, tout ce qui est produits dérivés, le fait donc la spéculation, la vente à terme, les ventes à découvert sur les marchés, toutes ces pratiques-là sont demeurées telles qu'elles étaient avant la crise. Donc en fait, on voit que imaginer que, y compris une crise aussi forte, aussi lourde, permette de changer radicalement les choses, c'est souvent être un peu naïf, et donc c'est un peu la même chose que nous avons aujourd'hui. On a un choc majeur, mais finalement, on sent bien qu'une des envies naturelles, à la fois des gens, de chaque personne, comme des citoyens, mais aussi des entreprises, des organisations, c'est de retrouver le bon temps, c'est de retrouver la tendance, c'est de retrouver la vie comme avant, c'est de repartir vers du développement et de la croissance. Et donc,
déjà, on peut effectivement se poser la question de savoir est-ce qu'on aura un monde d'après ou est-ce que finalement le monde d'après, c'est pas simplement le monde d'avant qui va revenir lentement. D'autant plus que, et c'est là la question un peu fondamentale de quel type de relance économique on peut imaginer, d'autant plus que la crise que l'on vit aujourd'hui sanitaire va avoir des implications sociales absolument considérables dans les mois et les trimestres qui viennent. Vous avez vu les chiffres sur la France, on a aujourd'hui les hypothèses, et encore probablement sont des hypothèses qui risquent d'être encore trop optimistes, prévoient une baisse du PIB de 8%, une augmentation de la dette publique de 15%. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que collectivement, nous avons perdu, en gros 8, disons, nous avons tous perdu 10% de nos revenus aujourd'hui et 15% de notre richesse, tous collectivement. C'est ça la réalité. Et cette réalité-là, elle se traduit déjà aux États-Unis, mais en France, pas encore, mais parce qu'on a le système de chômage partiel. Il y a plus de 8 millions de Français qui sont en chômage partiel aujourd'hui. C'est absolument considérable. Et donc, ça va se traduire dans les mois et les trimestres qui viennent par une crise sociale, par du chômage de masse et par une crise sociale. Or donc, la tendance naturelle va être assez vite de dire il faut éviter cette crise sociale, et pour éviter cette crise sociale, il faut relancer l'économie coûte que coûte, quel que soit le secteur. Et on ne va pas commencer à s'embêter, j'allais dire, avec des problèmes environnementaux aujourd'hui, voire même certains commencent à dire non, il faut non seulement repartir coûte que coûte de la même façon, mais même remettre en cause un certain nombre d'avancées que nous avions eues juste avant la crise. Typiquement, les constructeurs automobiles font passer le message que les normes d'émissions de carbone qui étaient prévues et qui les obligent à faire des voitures de moins en moins polluantes, eh bien, il faudrait peut-être les mettre de côté pendant quelques années. Certains pays européens disent que le Green Deal européen, c'est-à-dire le grand plan d'investissement qu'avait lancé la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, il y a quelques mois, eh bien, il faut le mettre de côté. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le sujet. Et donc, ça, c'est un risque majeur de se dire la priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est de relancer l'économie, et puis on verra plus tard les sujets notamment environnementaux et notamment climatiques. Ça, c'est un risque extrêmement fort, et je dirais que il est par ailleurs assez dangereux parce que en fait, en réalité, décaler à plus tard les sujets environnementaux, on sait bien que c'est un danger majeur, parce qu'en fait, à force de dire que c'est du long terme, si vous voulez, on est maintenant dans du long terme qui devient relativement court terme, puisque les horizons 2030, dont on parle souvent pour réduire les émissions de moitié pour pouvoir rester sur une trajectoire d'1,5 degré, eh bien, c'est dans 10 ans. Donc, si on dit qu'aujourd'hui que la priorité, c'est de relancer l'économie coûte que coûte, et donc qu'il faut attendre 2-3 ans avant de se réveiller pour commencer à penser à l'horizon 2030, c'est évident qu'on sera dans une situation où ça sera trop tard. Alors, juste un exemple pour montrer ce dilemme aujourd'hui entre relancer tout de suite et penser au futur. Vous avez la question de l'aérien, par exemple. Les compagnies aériennes sont à l'arrêt complet aujourd'hui, total. Et donc, évidemment, vont avoir besoin de recapitalisation massive de la part des États. Donc, cette semaine, il y a un PLFR, c'est un projet de loi de finances rectificative qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi de finances rectificative, il y a un volet sur l'aérien qui, en gros, consiste à demander à l'État de faire un chèque de 20 milliards pour sauver l'aérien français, notamment Air France. Alors évidemment, sauver Air France, c'est une évidence parce que c'est une question de souveraineté essentielle. C'est le drapeau français sur un avion. Et donc, il y a peu de gens qui vont aujourd'hui vous dire qu'il ne faut pas sauver la compagnie aérienne nationale. Pour autant, faut-il le faire aujourd'hui sans poser aucune condition sur la trajectoire de cette compagnie demain?
sur la compatibilité de l'évolution du transport aérien par rapport à la crise climatique. C'est quand même une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire qu'on va dépenser énormément d'argent dans des modèles. Je parle de l'aérien, mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être notamment l'automobile classique, voire par exemple des pipelines de gaz qu'on continue à construire au niveau européen. Donc c'est mettre énormément d'argent dans des modèles qui risquent fort d'être remis en cause par d'autres crises dans les années qui viennent. Alors là, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement besoin, au contraire, d'essayer de penser cette période comme une opportunité historique, on va dire, de faire une transition beaucoup plus rapide, une transformation beaucoup plus rapide. De fait, on va avoir une chute des émissions carbone de 25% cette année. La question, c'est, et quand je dis cette année, c'est cette année et probablement l'année prochaine, puisqu'on est parti très certainement vers une crise qui va durer 12, 18, 24, probablement 2 ans, on va dire. Là, je parle de la crise sanitaire, je ne parle pas de la crise économique. La crise sanitaire elle-même va durer entre 18 et 24 mois sur l'ensemble de la planète. Et donc, si vous prenez l'aérien ou d'autres secteurs, cette crise, cette baisse d'activité est brutale et va rester à un niveau très bas pendant assez longtemps. Et donc, ça nous laisse en quelque sorte le temps, pendant cette période-là, d'essayer d'imaginer, de penser à un redémarrage qui ne soit pas le redémarrage de l'économie tel qu'on a vécu précédemment. Penser l'avenir, penser le futur. Il y a quelqu'un on entend des bruits. Voilà. Donc, penser l'avenir, penser cette économie de demain, je pense que c'est essentiel. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives, comme vous voyez, un peu partout aujourd'hui, sur penser le monde d'après, etc. On a essayé d'y réfléchir sur le sujet plus spécifiquement de l'entreprise. Qu'est-ce qui, au niveau de l'entreprise, va nous permettre de réfléchir à cet après? Alors, on a lancé avec Mirova et puis avec quelques autres entreprises une plateforme collaborative qui s'appelle recovery.wiki, sur laquelle vous pouvez aller, où il y a un certain nombre de partages d'idées. Et on a identifié un certain nombre de thématiques, 4 thématiques principales pour réfléchir à l'entreprise dans le monde d'après. Première thématique, c'est quoi le nouveau normal? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut garder de cette période-là? Cette période de confinement nous force à réagir de façon très différente. Par exemple, elle nous permet de faire des conférences comme celle que je fais ce soir. Elle a forcé une grande partie des cadres notamment et des entreprises de services à se mettre en situation de télétravail. Elle a changé complètement la vision de notre modèle d'approvisionnement. Et donc, aujourd'hui, est-ce que elle a changé aussi notre façon de concevoir les risques sanitaires et nos comportements, serrer les mains, se rencontrer, etc. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans tout ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines, derniers mois, peut être un élément à garder dans le futur et à nous à peut-être améliorer les choses? Par exemple, faire plus de télétravail, ça veut dire moins se déplacer, ça veut dire peut-être réussir à avoir un ciel un peu plus clair comme nous l'avons à Paris en ce moment de façon exceptionnelle et qu'on n'a jamais vu avant. Et donc, essayons de réfléchir effectivement à conserver un certain... Enfin, voilà, à faire un effet cliquet en quelque sorte, à dire il y a des gains qu'on ne doit pas laisser partir. Deuxième élément, c'est la question des chaînes d'approvisionnement et du local par rapport au global. Une des grandes leçons, effectivement, de ce qu'on a aujourd'hui, c'est, et ça on l'entend partout, effectivement, actuellement, c'est relocaliser un certain nombre de chaînes de production. Ça oblige à réfléchir à ce qui est essentiel et ce qui n'est pas. Quelles sont les productions essentielles qu'on va vouloir relocaliser aujourd'hui en France ou en Europe? Alors évidemment, on pense immédiatement là, dans l'urgence aux produits pharmaceutiques, aux masques, aux respirateurs. Il y a un vrai sujet sur l'agriculture.
où il y a une très forte dépendance, par exemple, sur la production de soja pour notre bétail, où on est complètement dépendant de l'Amérique latine. Donc, il y a toute cette chaîne d'approvisionnement des produits essentiels, et ça nous oblige effectivement à définir ce qui est essentiel et ce qui est et toutes les industries qui concourent à produire ces produits essentiels. Donc, deuxième élément, relocalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on effectue cette relocalisation? Qu'est-ce que ça implique aussi en termes de coûts? Puisque ça veut dire probablement avoir des produits qui vont coûter plus cher demain, parce que fabriqués dans des pays où la main-d'œuvre est plus onéreuse que dans les pays où elle est fabriquée aujourd'hui. Troisième élément, c'est quel plan de relance? Quelles conditions on pose au plan de relance? Et notamment, est-ce que ce plan de relance, si on prend l'angle de l'entreprise, est-ce qu'il doit être pensé secteur par secteur? Et là, je parlais de l'aérien tout à l'heure, et c'est un peu le biais naturel, et c'est ce qui est en train d'être fait au démarrage, c'est-à-dire on prend un secteur, on dit OK, il y a une crise dans l'aérien, comment on traite l'aérien? Il y a une crise dans l'automobile, on traite l'automobile, il y a une crise dans le tourisme, on traite le tourisme, et ainsi de suite. Ça, c'est la meilleure façon de recommencer le business as usual. C'est la meilleure façon aussi de se retrouver face à des lobbies, et je ne dis pas le mot lobby là, de façon particulièrement négative, c'est-à-dire des lobbies qui vont défendre l'activité de leur secteur. Et donc, on se retrouve en négociation avec des gens qui essayent de sauvegarder l'activité de leur secteur. On pense, nous, qu'une façon différente de voir les choses, c'est de penser beaucoup plus écosystème, c'est-à-dire de se rendre compte que les secteurs sont interconnectés les uns avec les autres, et donc qu'il faut réfléchir à des écosystèmes plus larges, et que c'est comme ça qu'il faut prévoir la relance. Puis enfin, le quatrième élément sur l'entreprise qu'on a identifié, qui me tient particulièrement à cœur et que je trouve essentiel, c'est celui du rôle de l'entreprise, encore une fois, et notamment de sa connexion avec l'intérêt général et le lien avec des évolutions récentes sur ce qu'on appelle l'entreprise à mission. Alors, aujourd'hui, il y a la possibilité toute récente, grâce à une loi qui a été votée très opportunément, si je puis dire, et il y a quelques mois, qui est la loi Pacte, qui portait sur différents sujets au niveau de la gestion des entreprises. Et dans la loi Pacte, il y a un article particulier sur la société à mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises en France peuvent, dans leur statut, rajouter que leur objectif n'est pas seulement de faire du profit ou de maximiser leur croissance économique, mais qu'elles ont aussi une raison d'être. Voilà, c'est quand même très fort comme vocabulaire. L'entreprise doit avoir une raison d'être. Pourquoi elle fait ça? À quoi elle sert? Et au-delà de la raison d'être, ça c'est simplement une modification des statuts, la loi prévoit de pouvoir se transformer en entreprise à mission, c'est-à-dire que cette raison d'être devient non seulement un élément juste qu'on met dans les statuts, mais quelque chose qu'on va suivre dans le temps avec un comité de mission qui va réunir l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et qui va suivre dans le temps le fait que l'entreprise est bien cohérente avec sa raison d'être. Cette évolution de l'entreprise me paraît extrêmement clé, très prometteuse, et va très certainement se développer dans le futur. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de communautés d'entreprises qui se sont développées autour de ça, la communauté des entreprises à mission, le réseau Bicorp aussi, qui est un label international qui vient des États-Unis, mais qui aussi donne un label sur ces entreprises qui ont une raison d'être, une mission particulière. Et donc, je crois que demain, il serait utile, et il y a certains élus qui ont commencé à émettre cette idée-là, que les entreprises finalement qui sont les plus vertueuses aient des avantages en quelque sorte, bénéficient d'avantages particuliers qui puissent être des avantages fiscaux, des avantages d'accès par exemple à des appels d'offres publics plus facilement que les autres, et ainsi de suite, c'est-à-dire de façon à réellement donner une certaine récompense à ces entreprises. Voilà quelques mots sur le monde d'après. Je voudrais terminer avec mon quatrième point qui est en quoi la finance verte peut maintenant être un outil pour aller dans le sens de cette évolution et de ce monde d'après, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit efficace
dans cette mission. Je crois que je vous ai assez clairement expliqué pourquoi la finance verte pouvait avoir ce rôle-là et comment la crise valide ces options. Si on veut qu'elle soit réellement efficace demain, puisque ça reste quand même quelque chose de, en tout cas, ceux qui utilisent cette finance verte de façon réellement forte, avec conviction, restent une petite partie du monde financier. Si on veut effectivement passer à l'échelle et en faire un élément fort de l'après-coronavirus, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir faire et changer. La première chose, c'est probablement de connecter beaucoup plus les professionnels de la finance, et notamment de la finance verte, avec les épargnants. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde financier, depuis toujours, où les financiers se parlent entre eux. Et donc, on a, nous, sociétés de gestion, nos clients, ce sont des assureurs, des investisseurs institutionnels, des fonds de pension. Donc, vous avez une espèce de circularité, en quelque sorte, entre financiers qui se parlent les uns avec les autres. Et en fait, on a du mal à avoir un discours et avoir une communication claire auprès des vrais détenteurs de l'argent, enfin ceux pour qui on gère vraiment l'argent. Ceux pour qui on gère vraiment l'argent, ce sont les épargnants, ce sont les citoyens, à travers leur plan d'épargne, à travers leur assurance vie, à travers les fonds de pension aussi, les fonds de retraite, puisque finalement, au bout du bout, cet argent-là va servir à payer leur retraite dans le futur. Et donc, réussir à connecter la finance avec les épargnants, faire comprendre aux épargnants qu'ils ont réellement un pouvoir extrêmement fort en faisant voilà, acte réellement militant, en plaçant leur argent dans certains types de produits et pas d'autres. Je crois que ça, c'est un élément important. Le deuxième élément qui va permettre aussi d'aller plus loin, c'est la connexion, c'est le lien entre argent public et argent privé. Il va y avoir un déversement d'argent privé, d'argent public très très fort. On le voit aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de milliards qui vont être déversés dans l'économie pour éviter la catastrophe économique. Comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre ce déversement d'argent public et l'argent privé et faire en sorte que l'un serve à faire un effet de levier sur l'autre? C'est-à-dire qu'on n'est pas d'un côté de l'argent public qui soit déversé dans certains sujets, et puis de l'autre côté, un système financier qui continue à fonctionner comme auparavant. Voilà en gros ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, je vais essayer de répondre maintenant à vos questions. Alors, je vais regarder un peu est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées. Alors, Philippe, ce que j'ai fait, j'ai mis pendant ta conversation quelques informations, voilà, pour ceux qui vont un peu plus te connaître. Donc, j'ai mis l'adresse du site Osons le Progrès. J'ai mis aussi le site que tu as cité pour Recovery Wiki. En fait, et j'ai fait noter qu'il y avait un débat le mardi 21 avril à midi où les gens posaient des questions, entre autres. Donc, je vous invite à aller, entre autres, effectivement sur le site. J'ai mis aussi, puisque tu as parlé de performance, et justement, j'avais une question sur ce point-là. Donc, j'ai mis la liste des fonds cotés qui étaient chez Mirova. Donc, il y a aussi des fonds qui sont non cotés et qui sont réservés à des investisseurs. Néanmoins, les fonds cotés, je dirais, sont ouverts un petit peu à tout le monde. Dernièrement, on a vu, pour être assez large, on a vu un effondrement des principaux indices, entre autres du CAC 40 qui a fortement chuté, et du Dow Jones, entre autres. Voilà. En parcourant un petit peu le fonds Mirova, les différents fonds qui sont cotés, alors il y a des fonds actions, il y a des fonds entre autres obligataires, il y a des green bonds, entre autres. On voit qu'ils ont quand même bien réagi. Est-ce que tu as une idée à peu près la différence qu'il y a eu ces dernières semaines, entre autres sur la baisse des marchés, je dirais, traditionnels, classiques, des indices très connus comme le CAC 40 ou entre autres le Dow Jones, et les indices qui existent entre autres sur le RSE?
Oui, oui, je pense que c'est à peu près ce que je disais tout à l'heure. Il y a aujourd'hui quasiment une dizaine de pourcents d'écart entre les indices traditionnels et la gestion et les indices qui intègrent des critères durables. Donc, effectivement, il y a une surperformance assez forte. Alors, je vois qu'il y a deux questions qui ont été posées par ailleurs. Il y en a une sur la taxonomie. Alors, je vais peut-être commencer par celle-là. Euh, donc, l'une des. Effectivement, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais l'un des éléments importants du plan d'action de la Commission européenne d'il y a 2 ans, c'était de commencer par la définition. C'est-à-dire, finalement, si on n'arrive pas à définir ce que c'est qu'un investissement vert, on n'arrivera pas à développer cette finance verte. Et donc, on va mettre en place une taxonomie. C'est un mot un peu barbare, mais en gros, ça veut dire une liste des actifs verts, secteur par secteur. Donc, on va dire, par exemple, dans le secteur de la production d'électricité, on est vert si on est renouvelable et si on a un niveau d'émission inférieur à X CO2 par mégawattheure produit. Dans la chimie ou dans le ciment ou dans l'automobile, on définit secteur par secteur ce que ça signifie un investissement vert. Alors, ça a été un énorme travail qui a été effectué par un groupe technique au niveau de la Commission européenne. Ça a été publié l'année dernière. Et donc, ça donne une espèce de grammaire commune, on va dire, à l'ensemble des investisseurs pour essayer de comprendre ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Alors, cette taxonomie, puisqu'on me pose la question de savoir ce que j'en pense, je pense que c'est une avancée importante, parce que cette grammaire commune était utile, et que cette taxonomie va permettre ensuite de définir des standards, des labels d'investissement, comme un label bio, en quelque sorte, qu'on peut espérer avoir, un écolabel européen. Pour autant, cette taxonomie est aujourd'hui très partielle, très insuffisante sur plusieurs sujets. D'abord, elle ne concerne que le sujet du climat aujourd'hui. Et donc, il y a un gros travail qui reste à faire pour élargir cette taxonomie à tous les autres sujets environnementaux. Le climat, c'est un des éléments, mais il y a d'autres choses. Il y a la pollution, il y a l'utilisation de l'eau, il y a l'impact sur la biodiversité et la nature, sur l'ensemble des ressources. Donc, tout ça est un travail qui reste à faire au niveau de la taxonomie européenne. Et puis, le deuxième point qui est un peu discutable, c'est le fait qu'on se soit focalisé sur, j'allais dire, le vert foncé en quelque sorte, ce qui est vraiment vert. Mais si on veut gagner la bataille du changement climatique, investir sur ce qui est vraiment très vert, c'est indispensable, c'est nécessaire, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'on arrive à avoir une vision globale de l'ensemble de l'économie, et y compris de savoir ce qu'il faut arrêter, ce qui est le marron foncé, on va dire, et puis entre les deux, ce qui est en transition, comment est-ce qu'on arrive à faire bouger ce qui est en transition. Alors, il y a des choses qui sont en transition, qui sont faciles à faire, il y a des choses qui sont plus difficiles à faire, qui nécessitent des ruptures. Je ne sais pas, prenons par exemple la question du ciment, par exemple. Il y a des choses dont on a absolument besoin. On ne va pas arrêter de faire du ciment, donc les cimentiers, ils doivent continuer à faire du ciment. C'est quoi leur problématique à eux? Ça va être de réduire l'intensité énergétique. Le ciment, ça utilise beaucoup d'énergie. Pour fabriquer du ciment et du béton, il faut beaucoup d'énergie. Donc, en fait, on va leur dire, vous devez continuer à faire du béton, mais vous allez le faire avec beaucoup moins d'énergie. Donc, l'indicateur qu'on va regarder, c'est l'efficacité énergétique, l'intensité énergétique de cette industrie. Et ça, tous les cimentiers sont en train de travailler là-dessus pour améliorer cette efficacité énergétique. Et puis, de temps en temps, vous avez des ruptures. Vous avez des gens qui ne vont pas simplement améliorer l'efficacité énergétique de 5%, 10%, mais qui vont l'améliorer d'un coup de 80%. Par exemple, il y a des nouvelles technologies, des startups qui sont super intéressantes dans le domaine du ciment, qui permettent de fabriquer du ciment non pas à chaud, mais à froid. Et là, vous avez 80% de baisse d'énergie pour réaliser ça. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais dire, c'est que la taxonomie est intéressante, mais il faudrait, l'élargir dans son spectre et son périmètre, et puis 2, essayer d'avoir une vision de ce qui est très bon jusqu'à ce qui est très mauvais, en passant par ce qui est aussi au milieu en transition, à essayer de comprendre comment ça peut évoluer. Alors ensuite, il y avait une question sur
Alors, la réglementation européenne, quid de la réglementation internationale des acteurs internationaux? J'ai parlé de la réglementation européenne parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui se passe, enfin, s'il y a un endroit où il se passe des choses intéressantes et positives sur l'évolution du système financier, notamment sur la finance verte, c'est en Europe, clairement. Alors, ailleurs, aux États-Unis, la situation, vous la connaissez, c'est extrêmement compliqué. La Chine a beaucoup fait aussi sur la finance durable, notamment sur l'émission des obligations vertes. Simplement, bon, c'est assez difficile à lire en termes d'objectifs et savoir qu'est-ce qui est recherché derrière, concrètement, derrière ces politiques. Donc, si vous voulez, à nouveau, j'allais dire, c'est effectivement d'Europe qu'aujourd'hui, on a la réglementation qui est clairement la plus en avance. Et à l'intérieur de l'Europe, c'est probablement en France qu'on a aussi la réglementation la plus avancée, puisque ce qui se passe aujourd'hui au niveau européen, ce plan d'action au niveau européen, s'inspire de façon très forte et extrêmement claire de la réglementation qui a été adoptée en France dès les années 2015-2016, à travers notamment la loi sur la transition écologique et la croissance verte de 2015. Alors, ah oui, bonne question, très bonne question sur le choix de la Commission européenne de confier à BlackRock la mission de conseil sur l'intégration des critères ESG dans le système bancaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous le refais en deux mots. La Commission européenne souhaite intégrer des critères environnementaux et sociaux dans la réglementation bancaire, dans le système bancaire. Et donc, pour ça, ils ont décidé d'embaucher une société de conseil pour les aider à faire ça. Et donc, la société qu'ils ont choisie pour les aider à faire ça, c'est BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand gérant d'actifs du monde, américain, et extrêmement controversé parce qu'en réalité, assez loin de la finance verte, on va dire, ou en tout cas extrêmement marginalement. Et puis BlackRock est une des sociétés de gestion internationale qui s'est élevée contre la taxonomie européenne, qui a dit que la taxonomie justement européenne, donc le plan d'action européen, était une mauvaise idée. Donc autrement dit, la Commission européenne, pour réfléchir à sa réglementation bancaire au niveau environnemental et social, confie une mission à une boîte américaine qui est contre la réglementation européenne. C'est une aberration totale. Il y a beaucoup effectivement d'acteurs qui se sont élevés là, ces derniers jours contre cette décision, notamment Finance Watch, qui est une association basée à Bruxelles qui est très active dans ces domaines, et puis beaucoup d'autres acteurs, et notamment l'ensemble des acteurs de la gestion européenne. Donc évidemment, extrêmement mauvaise décision, tout à fait contestable, et j'espère que la Commission européenne cédera à la pression qui est très forte, y compris de la part d'un certain nombre de députés européens, pour revenir en arrière sur cette décision. Alors, sur les avantages ou les bonus pour les entreprises qui respectent les critères ESG, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Il y a pourquoi pas des avantages fiscaux, oui, ou en tout cas aider ces entreprises-là aussi à être beaucoup plus visibles de la part des consommateurs, effectivement, c'est-à-dire sous forme de labels, sous forme de mise en avant. Vous savez, le gouvernement fait ce qu'on appelle de plus en plus ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire que donc nommer et faire honte en quelque sorte, le name and shame sur les entreprises qui respectent pas les règles. Donc ça veut dire que, vous voyez, il y a des ministres qui l'ont fait récemment en disant voilà, telle chaîne de fast-food ne respecte pas les règles en termes d'économie circulaire et de traitement des déchets, et donc on va annoncer, on va le dire, le gouvernement lui-même dit X ou Y n'a pas respecté les règles. Eh bien, à l'inverse, je pense qu'on pourrait faire du nommer et valoriser. Donc l'inverse du name and shame, c'est-à-dire au contraire citer, mettre en avant les entreprises qui sont les plus vertueuses de façon à leur donner un avantage, mais ça peut être aussi des avantages fiscaux ou d'autres choses. Alors,
la question, donc, est-ce que en ce moment, de nombreuses personnes publiques prennent la parole pour demander d'associer des critères carbone au plan de reprise? Pensez-vous qu'il y a un vrai mouvement de fond? Je l'espère. Je pense qu'il y a un mouvement fort. Je pense qu'il y a un mouvement fort. Je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est clair qu'au moment où on va avoir l'impact social majeur, vous voyez, il est évident que ça n'aurait aucun sens de donner des critères carbone ou des critères écologiques à la reprise et puis de se retrouver avec un chômage de masse demain et des réactions sociales et populaires de type gilet jaune dans la foulée. Ça serait une catastrophe. Donc il faut réfléchir à mettre en place des conditions environnementales au plan de reprise, mais en prenant en compte l'impact social que ça va avoir. Et ça, c'est envisageable, c'est faisable. Si vous voulez, je prends juste un exemple, c'est la question de la rénovation thermique des logements. On parle de la rénovation thermique des logements depuis des années et on n'arrive pas à accélérer la rénovation thermique des logements. On sait qu'il y a énormément de passoires thermiques partout, que la précarité énergétique est un vrai sujet en France. On sait qu'on a besoin de rénover des millions de logements et on n'arrive pas à accélérer ça. Eh bien, là, on a une opportunité pour le faire. Si on doit mettre des milliards sur la table, c'est précisément là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intensif en main-d'œuvre. Il faut beaucoup de monde pour rénover ces logements. Et donc, comme on va se retrouver de toute façon face à potentiellement un chômage de masse, eh bien, autant utiliser cette main-d'œuvre pour faire quelque chose qui a un impact positif d'un point de vue écologique et énergétique. Donc, si vous voulez, vous savez, après la guerre, la Première Guerre mondiale, on a fait ce qu'on appelait les grands travaux. Et les grands travaux, c'était parce qu'il y avait énormément de chômage, et donc les grands travaux, c'était on creuse des trous et on les rebouche, parce que de toute façon, il faut occuper les gens. Donc, on faisait des travaux inutiles en quelque sorte. Voilà, on creusait des trous pour les reboucher. On n'en est pas là aujourd'hui. On a la possibilité de faire des grands travaux, et notamment la rénovation énergétique des logements. Ça peut être les grands travaux de la crise du coronavirus. Et là, c'est beaucoup plus intelligent que de creuser des trous et de les reboucher. Voilà. Je ne sais pas si, Alfonso, s'il y a d'autres, si toi tu as d'autres questions. Je regarde s'il y en a quelques autres. Pensez-vous qu'il soit possible de prôner la finance verte à un niveau européen sans qu'il soit appliqué à un niveau mondial? C'est toujours mieux si c'est à un niveau mondial, mais il y a des sources d'espoir là aussi, si vous voulez. Par exemple, au niveau des banques centrales, il y a un réseau des banques centrales qui a été créé, qui s'appelle le NGFS, qui est le Network for Greening the Financial System, donc le réseau pour rendre plus vert le système financier. Et ce réseau de banques centrales qui a été initié par la France et les Pays-Bas, aujourd'hui, il regroupe une quarantaine ou une cinquantaine de banques centrales dans le monde, et c'est au-delà de l'Europe. Il y a la Chine, il y a des gens d'Amérique latine, Amérique centrale, il n'y a pas les États-Unis aujourd'hui, parce qu'évidemment, l'administration Trump le refuse. Mais donc, la coordination internationale sur ces sujets-là, elle existe, elle progresse, mais je crois que rien ne se fait s'il n'y a pas des champions et des leaders. Et bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas attendre forcément d'avoir des réglementations ou des initiatives au niveau mondial pour commencer à faire notre job au niveau européen, voire au niveau national. Voilà. Quels sont les enjeux de la finance verte appliquée à l'immobilier? Alors ça, c'est pas ma spécialité du tout. Mais sur l'immobilier, alors sauf ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les sujets de rénovation thermique des logements qui est un sujet extrêmement important. Sur le reste de l'immobilier et sur la construction immobilière, je crois que c'est un sujet qui est maintenant bien pris en compte par les constructeurs, qui est effectivement de construire, enfin d'aller vers des bâtiments à énergie positive. Voilà ce que je peux en dire. Philippe, si tu veux, je vais répondre un petit peu à la dernière question, ce qui nous concerne un petit peu, qui est, n'y a-t-il pas un manque de réglementation concernant la proposition des positions vertes auprès des épargnants? Et si les conseillers financiers sont-ils assez formés, encadrés pour promettre l'investissement des épargnants vers des produits plus verts? Donc effectivement, tu as déjà évoqué un petit peu cette question, effectivement, où on parlait qu'aujourd'hui,
les gros investisseurs étaient effectivement des institutionnels et que je pense qu'il y a un travail qui est à faire pour amener directement une épargne, entre autres, des particuliers, hein, comme il y a des livrets, entre autres, qui peuvent exister. Donc, je pense qu'il y a des nouveaux produits à, à, à réinventer, en fait, sur ces points-là. Donc, qui sont des points importants. Concernant la formation, je dirais on n'est jamais assez formé, mais je pense que la formation au sein des banques et des conseillers financiers viendront avec la création de nouveaux produits spécifiquement pour les étudiants. Mais justement, sur cette question de la formation, vous voyez, chez Financia, on a beaucoup d'étudiants qui sont actuellement en ligne et certains d'entre eux sont en alternance, en tout cas la plupart sont en alternance en entreprise, voilà, ou en stage. Et puis, beaucoup d'entre eux seront demain embauchés et donc des professionnels. Donc, on parle à nos générations futures et pas dans 10 ans immédiats. Et comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'on progresse, entre autres, dans la formation et on apporte de plus en plus de modules sur la finance verte pour former déjà, en tout cas, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, ça progresse, la formation progresse, elle évolue. Il faut en faire davantage, mais effectivement, c'est quelque chose qui va en commun avec aussi une prise de conscience de l'épargnant, en gros, je dirais du grand public, hein, et donc qui s'accompagnera de la création sûrement de produits, voire peut-être des incitations fiscales, hein, et naturellement, à ce moment-là, les produits se développant et ayant un intérêt du particulier, automatiquement, les formations vont s'engouffrer et se développer de manière beaucoup plus importante. Alors, on est arrivé un petit peu au terme. Si tu veux, je peux répondre rapidement peut-être aux dernières questions que. Oui, bien sûr, vas-y. Peut-être pouvez peut-être arrêter là maintenant, peut-être d'en poser, mais je vais répondre rapidement aux dernières qui sont arrivées, parce que certaines sont très intéressantes. La première, c'est sur le verdissement de la politique monétaire. C'est effectivement un sujet clé, et notamment aujourd'hui, actuellement, avec ce qui va se passer avec la crise financière, parce que vous voyez qu'en gros, les banques centrales sont au cœur de la réponse à la crise, parce qu'en fait, les États ne vont pas avoir assez d'argent budgétairement pour faire la relance, et donc ce sont les banques centrales qui sont en train de déverser énormément d'argent, notamment en achetant la dette des États. Or, aujourd'hui, cette intervention des banques centrales, elle se fait de façon totalement indifférenciée. C'est-à-dire que les banques centrales achètent des obligations d'État ou d'entreprise sans mettre de conditions spécifiques sur le type d'obligations qu'elles rachètent. Or, il y a effectivement beaucoup d'observateurs et d'économistes qui ont proposé que les banques centrales fassent ce qu'on appelle du green quantitative easing, donc quantitative easing, c'est-à-dire mettre de l'argent en plus dans l'économie, mais le faire de façon verte, c'est-à-dire de racheter uniquement des obligations qui sont émises par des entreprises qui sont, par exemple, vertes au sens de la taxonomie européenne, par exemple. Donc, il y a une pression qui va être de plus en plus forte, je pense, auprès des banques centrales. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire le réseau NGFS, le réseau des banques centrales, travaille en particulier sur ce sujet. La question sur les bulles financières vertes, alors je ne l'avais pas vu, mais il y a effectivement, on dit souvent, s'il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans les entreprises vertes, eh bien, on va avoir des bulles parce que ces entreprises, leur prix va augmenter de façon considérable et donc on va se retrouver avec des bulles. Je ne crois pas que ce risque-là soit très fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, il me semble que les vrais risques de bulles, ce sont des risques une bulle, c'est une hystérie collective en quelque sorte. Hein. Et donc, ce qu'on a vu avec Internet au début des années 2000, ça a été une hystérie collective. Donc, tout le monde s'est mis à acheter de l'Internet et ça a eu une bulle. Il y a eu un petit peu de ça avec le solaire dans les années 2000. Aujourd'hui, la dernière hystérie, par exemple, avant la crise financière, avant la crise du coronavirus, c'était par exemple Tesla. Vous voyez, Tesla,
qui est juste une entreprise d'automobile qui se met à être valorisée à des prix complètement délirants parce que vous avez une espèce d'hystérie collective, tout le monde veut être dans cette entreprise. Je ne crois pas qu'on soit dans cette situation-là pour l'économie verte au sens large. Pourquoi ? Parce que cette économie verte est en croissance elle-même. Et donc, il y a effectivement beaucoup d'investissements qui arrivent dans cette économie, mais cette économie elle-même est en croissance. Et donc, je pense que le rythme de la croissance va être suffisant pour éviter qu'on ait une bulle financière. Les normes actuelles, bon là je sais pas, enfin bon là il faudrait revenir trop loin sur cette question-là. Enfin, je pense qu'on l'a traité déjà précédemment. Pensez-vous que la réglementation peut empêcher le greenwashing ? C'est l'objectif. Normalement, la réglementation, elle est faite pour ça. Elle est faite pour empêcher le greenwashing, c'est-à-dire pour empêcher que les gens, que les acteurs financiers fassent, ne fassent pas ce qu'ils disent en quelque sorte. Mais vous savez, le greenwashing, il est plus large que ce qu'on peut imaginer. Il est massif, il ne faut pas se leurrer, mais pour moi, une des principales caractéristiques du greenwashing, c'est quand vous avez une entreprise. C'est pas des gens c'est pas des entreprises qui font des choses très mauvaises, vous voyez. C'est pas ça le greenwashing. C'est pas des escrocs ou des méchants. Le greenwashing, c'est quand une entreprise fait quelque chose de très bien sur 1% de son business et qu'elle passe 99% à en parler, de son temps à en parler. Ça, c'est du greenwashing, parce que ça laisse l'impression que l'entreprise fait des choses bien, qu'elle est en transition, qu'elle bouge, alors qu'en réalité, elle ne le fait que sur une toute petite partie de son business, et ça, on le voit beaucoup dans le secteur financier, et ça, je pense que la réglementation doit faire son maximum pour empêcher cela. Voilà. Monopole. Voilà. Je ne sais pas si Tesla. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter là, peut-être pour les questions. Oui. Éventuellement, si vous avez s'il y a d'autres questions spécifiques après de la part des uns des autres, vous pouvez me les envoyer éventuellement. Voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions même qui reviennent après à les envoyer à Financière Business School et on pourra avec Philippe y répondre avec plaisir. Philippe, je tenais à te remercier de nous avoir éclairé grâce à ton expertise, voilà, parce que tu es quand même un des grands experts en France et entre autres, je dirais, européens sur ça. Donc, mille merci du temps que tu nous as accordé. Donc, j'invite tout le monde à aller voir un peu les produits que met en place Mirova. Ça, c'est excessivement concret. On parle entre autres d'investisseurs. Et puis l'autre point, naturellement, j'ai déjà indiqué en début, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir le think tank, effectivement, où Philippe est le fondateur avec Osons le progrès, où j'ai mis le lien en ligne. Voilà. De toute façon, merci à tout le monde parce qu'il y a un grand nombre qui ont été connectés. Je sais qu'entre autres, notre audience, beaucoup de nos étudiants travaillent énormément parce qu'ils sont en télétravail et finalement, il y a souvent des surcharges de travail. Donc, on aura la possibilité de revisionner effectivement cette conférence. Et donc, je vous dis merci à tous, surtout à toi, Philippe. Merci encore. Merci beaucoup et bon courage à tous les étudiants. Et à très bientôt pour notre prochaine conférence, qu'on continue même confiné. Merci, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.